Ok, bonjour à tout le monde. On va attendre encore 2 petites minutes, qu'il soit exactement 6 heures, puis on va commencer la conférence. Alors encore une petite minute, on va commencer la conférence sur la conférence d'attaque et pour sur la justice et le climat. Voilà, je vois que le public commence à avancer, à arriver là, petit à petit sur. Donc vous pouvez nous suivre à la fois sur Facebook ou en direct sur Zoom. Eh bien, on va commencer donc conférence ce soir sur donc l'intitulé c'est la justice au secours du climat et c'est une conférence qui vous est proposée par Attaque Bruxelles et le journal Pour. Voilà, donc un sujet qui est tout à fait d'actualité, autant pour la partie française que pour la partie belge, comme vous allez voir. Donc, début février, la justice a reconnu l'État français coupable d'inaction climatique. Les plaignants dans cette affaire s'appelait justement l'affaire du siècle, et c'est donc une association qui regroupe quatre assos. Il y a la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam, Greenpeace et l'association Notre Affaire à tous. À noter que voilà, l'affaire du siècle a eu le soutien de 2,3 millions de personnes, si je ne me trompe pas. C'est une grande pétition. Et donc, ce verdict qui a eu lieu début février est très encourageant pour le procès qui s'ouvre aujourd'hui même en Belgique, avec donc l'affaire climat, qui est un petit peu un procès qui ressemble à ce qui s'est passé en France. On va faire le point sur ces deux procès ici, qui sont un petit peu en décalé. On va essayer d'avoir un regard croisé entre ce qui se passe en France, ce qui se passe en Belgique. Et on a donc, pour en parler, pour en discuter aujourd'hui, on a fait appel à Antoine et à Karine. Donc Antoine Ledillo, qui est avocat pour l'affaire du siècle, donc en France, et puis Karine, qui est militante à Greenpeace en Belgique. Donc, comment ça va se passer? On va donner la parole à Antoine pour 20 minutes d'abord, ensuite Karine, le même temps, et puis ensuite on aura la deuxième moitié de cette conférence débat sera pour les questions, les réponses. Vous pouvez poser vos questions dans le chat de Facebook ou dans celui de Zoom. Si vous voulez intervenir directement, je crois qu'il y aura moyen aussi de vous faire venir à l'écran pour poser vos questions directement à l'un ou l'autre des intervenants. Voilà. Donc Antoine, tu vas nous présenter un peu le procès, comment ça s'est déroulé, et puis les détails du verdict qui a eu lieu là en février. Donc ce qui va nous intéresser, c'est quelle a été la stratégie qui a été suivie, votre stratégie à vous, et puis la position de la défense aussi. Et puis, j'avais un peu des questions autour de... disons que l'État, lui, s'était engagé à suivre une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Il a été condamné, si j'ai bien compris, pour ne pas avoir suivi
cette trajectoire, donc pour être en décalage. Donc, ça me pose la question de savoir est-ce qu'une condamnation pour ne pas avoir suivi sa propre trajectoire, est-ce que ça ne va pas encourager les autres États, ou même l'État français, à être un peu moins gourmand quand il s'engage à quelque chose. Et puis, tu nous expliqueras voilà, en quoi ces décisions de justice sont contraignantes, en quoi elles sont contraignantes. Et puis ensuite, on passera donc la parole à Karine. Donc, rapidement aussi, tu nous présenteras, Karine, quelles sont les spécificités du cas en Belgique, en quoi ça diffère de ce qu'on viendra d'entendre en France. Et la question que je me posais, Greenpeace est plus connu dans le grand public pour son travail de lobby, les manifestations, les désobéissances civiles, des actions un peu spectaculaires, moins pour les actions en justice. Donc, est-ce que c'est un nouvel instrument ou est-ce que vous faisiez ça depuis longtemps déjà? Et puis, quelle est l'articulation de ces procès en justice dans le reste de vos actions? Voilà. Et puis aussi de nous parler des impacts, je crois que c'est important, les impacts que ça peut avoir sur la suite, réellement sur la réduction des gaz à effet de serre en France, en Belgique, mais on espère aussi beaucoup plus largement, bien sûr. Voilà. Avant de vous laisser la parole, j'annonce quand même un petit peu les prochains cycles de conférences qu'on va mettre en ligne. Et donc, pour le mois de mars et pour le mois d'avril, on a déjà 3 conférences qui sont en préparation. La première sera sur la 5G. C'est à l'occasion du lancement de la plateforme Territoire sans 5G en Belgique. Voilà, et on se posera la question pourquoi est-ce qu'il faut être pour ou contre la 5G? Qu'est-ce que ça nous apporte? Ensuite, au mois d'avril, on va réfléchir à l'impact social de ce qui, généralement de l'informatisation de la société, et puis plus en particulier avec, depuis un an, là, le travail à domicile et le travail flexible qui s'est multiplié avec la crise sanitaire. Le 14 avril, encore l'informatisation, mais cette fois-ci plus avec un regard, quel est l'impact écologique de tout ça. Voilà. Donc, je vous invite à continuer à bien suivre vos emails et vous serez informés pour les dates, les intervenants au fur et à mesure. Allez, je vous laisse la parole. Antoine, en une petite quinzaine de minutes, si tu peux nous présenter tout ça. Merci. Merci Alexandre, bonjour tout le monde. Alors je vais vous projeter une petite frise chronologique pour commencer. Je ne sais pas si c'est bon, on la voit bien. Voilà. Super. Donc l'affaire du siècle, je vais le replacer d'abord dans son contexte. Comme beaucoup d'entre vous le savent, en 2015, la fondation Urgenda a obtenu gain de cause contre l'État néerlandais puisque la Cour de La Haye avait imposé à l'État de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici à 2020 par rapport à 1990. Et donc, c'est à la suite de cette première grande décision en matière climatique que l'association Notre Affaire à tous s'est créée dans l'objectif justement par les outils juridiques de lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi plus largement en matière d'environnement. Notre Affaire à tous a été rejointe par 3 autres associations, Greenpeace France, Oxfam France et la Fondation Nicolas Hulot. Et donc, elles se sont regroupées au sein du collectif L'Affaire du siècle pour déposer le recours éponyme. Donc, en décembre 2018, le collectif a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures pour atteindre les objectifs qui étaient déjà prévus dans les différentes lois qui avaient été votées auparavant, mais qui n'étaient toujours pas atteints, mais surtout, en fait, de prendre toutes les mesures pour se conformer à l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre à un niveau qui soit compatible avec l'objectif des 1,5 degrés, donc qui a été adopté par tous les États lors de l'accord de Paris. Cette demande, elle a été accompagnée d'une pétition qui a recueilli un certain succès, puisqu'on a eu plus de 2 millions de signatures en un mois, et aujourd'hui, on atteint 2,3 millions de signatures.
ce qui était quand même le témoin que ces questions climatiques aujourd'hui sont de plus en plus présentes dans la société et que les gens attendent de la part de l'État que des choses soient faites. Donc à la suite de cette demande, le gouvernement, par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, notamment du ministre de la Transition écologique et solidaire qui était alors en poste, avait rejeté toute inaction de sa part. Et donc, compte tenu de cette réponse jugée décevante, évidemment, nous avons déposé en mars 2019 donc, un recours en responsabilité devant le tribunal administratif de Paris, recours que nous avons complété par la suite avec nos arguments complémentaires un peu plus tard en mai. Le recours a été déposé en mars, justement d'ailleurs 2 jours avant la marche du siècle qui avait réuni plus de 350 000 personnes en France. Et donc, ce qui témoigne une fois encore en fait, de l'importance de ces sujets aujourd'hui dans la société. Donc ensuite, il y a eu divers échanges, comme vous pouvez le constater sur la frise. Et en parallèle, il y avait l'affaire Grande-Synthe, qui était déposée par une commune qui reprochait de manière un peu similaire l'inaction de l'État, mais pas sous l'angle de la responsabilité. Donc, dans ce recours-là, nous sommes intervenus l'année dernière, justement pour présenter nos arguments au juge, puisque notre affaire, comme nous sommes dans le cadre d'un recours en responsabilité pour des questions de procédure, nous sommes devant le tribunal, tandis que la commune de Grande-Synthe était directement devant le Conseil d'État. Voilà. Donc, récemment, du coup, on a eu l'audience en janvier dernier. Lors de cette audience, la rapporteure publique avait présenté des conclusions qui étaient très encourageantes. Et du coup, le 3 février dernier, nous avons obtenu la décision du tribunal administratif de Paris, qui est donc une décision aujourd'hui provisoire, puisqu'en fait, elle a statué sur une partie de nos demandes, mais elle a demandé un supplément d'instruction sur les demandes d'injonction, et c'est-à-dire en fait, les demandes, c'est-à-dire les mesures qui vont pouvoir être imposées à l'État pour atteindre les objectifs. Donc, je vais revenir sur ces questions-là un peu plus en détail. L'objectif d'engager un recours en responsabilité, c'était bien dans une logique de faire reconnaître la carence de l'État. L'objectif, c'était de s'inscrire dans la tendance mondiale des autres recours. Donc, on a déployé des arguments de droit constitutionnel, des arguments qui ont trait aux droits fondamentaux, et notamment à la Cour européenne des droits de l'homme, avec les articles 2 sur le droit à la vie, l'article 8 sur le droit au respect à la vie privée et familiale, qui avait été mobilisé avec succès dans l'affaire Urgenda. Mais également, on a souhaité recourir à l'expertise technique et scientifique en s'appuyant évidemment sur les rapports nombreux, les rapports publics, que ce soit les rapports parfois de l'État lui-même ou du Haut Conseil pour le climat, qui est une instance en France qui est dédiée justement à cette expertise et des questions en lien avec le changement climatique. Et malgré toutes ces recours aujourd'hui sont assez innovants, et donc on a quand même souhaité s'inscrire dans un cadre existant, puisque l'État a déjà par le passé été saisi de recours qui contestaient, enfin en tout cas qui mettaient en jeu sa responsabilité, par exemple dans les affaires de l'amiante, où l'État a été condamné, dans l'affaire des algues vertes également, compte tenu de son action insuffisante pour limiter les nitrates dans les eaux, et donc cette prolifération d'algues vertes qu'on constate sur les côtes bretonnes notamment. Donc en fait, compte tenu de ces succès existants devant le juge administratif, on a souhaité justement s'inscrire dans cette lancée pour montrer que le recours, ce n'était pas seulement quelque chose de complètement nouveau, mais que le juge avait déjà eu l'occasion de faire droit à ce type de demande. Et on a également mobilisé le préjudice écologique qui était, jusqu'à cette décision de février dernier, pas reconnu par le juge administratif. La carence de l'État, nous l'avons mobilisée sous 3 angles. Le premier, c'est l'action tardive de l'État en matière de lutte contre le dérèglement climatique, puisque si on prend un point de départ qui est finalement plutôt favorable pour l'État, 1988, la création du GIEC, donc le groupe d'experts international, le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, donc qui acte, sans que ce soit vraiment discutable, la connaissance par les États justement des conséquences du dérèglement climatique.
Et ensuite, cette création du GIEC a donné lieu en 1992 à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, donc, qui matérialise une fois encore la connaissance par les États de ce phénomène. Finalement, en France, il va falloir attendre la loi POP de 2005 pour avoir un premier objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était notre premier angle, dire que l'État a mis trop longtemps avant d'engager les mesures nécessaires pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième angle que nous avons soulevé, c'était le fait que les objectifs que l'État a adoptés n'ont pas été atteints. Alors ces objectifs, ils sont multiples. On a d'abord les objectifs très généraux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui vont être fixés à l'échelon national et ensuite déclinés en matière d'énergie, de transport, de bâtiments. Mais on a également des objectifs qu'on a appelés nous spécifiques, donc par exemple en matière de développement des énergies renouvelables, dans le domaine de l'efficacité énergétique, et notamment par la rénovation thermique des bâtiments, une fois encore. Et enfin, notre objectif, qui est l'autre pan de la lutte contre le dérèglement climatique, qui est l'adaptation au changement climatique. Puisqu'on a toujours le premier pan, donc, qui est l'atténuation du changement climatique, correspond à une diminution de notre empreinte carbone, donc de nos émissions de gaz à effet de serre. Et de l'autre côté, on a l'adaptation au changement climatique. On sait bien qu'aujourd'hui, c'est engagé, ce phénomène, et donc il va falloir mettre en œuvre des mesures pour être résilient face aux changements qui nous attendent. Sachant que ce plan-là est moins développé et sera moins développé aujourd'hui, mais pour autant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en France seulement 2 plans dédiés à cette adaptation au changement climatique qui sont très peu prescriptifs. Et finalement, on a une législation qui est presque inexistante, en tout cas vraiment sous cet angle-là, même si par d'autres instruments qui existent aujourd'hui, l'État peut permettre de s'adapter à certains de ces phénomènes. Mais on n'a pas aujourd'hui de vision globale qui soit portée par l'État sur cette question-là. Et le troisième angle, c'est le fait que les objectifs sont insuffisants. Alors pourquoi? Parce que les objectifs aujourd'hui qui sont fixés par les États, par exemple en France, on a une diminution des émissions de gaz à effet de serre en 2030 de 40% par rapport à 1990. Pour autant, ces objectifs-là ne nous mettent pas sur une bonne trajectoire pour nous conformer avec les objectifs de l'accord de Paris, auxquels pourtant la quasi-totalité des États dans le monde ont souscrit. Et la trajectoire 1.5 paraît bien lointaine. Et pour dire cela, on s'appuie notamment sur les travaux de climatologues qui ont évalué que si on transposait les efforts de l'État à tous les autres États dans le monde, alors évidemment en adaptant, en appliquant divers principes d'équité, comme par exemple le principe des responsabilités communes mais différenciées, en tout cas si tous les États agissaient de la même manière que la France, alors on aboutirait à un réchauffement moyen de 2,6 degrés. Donc, ce qui montre bien que, certes, l'État français fait des choses, et ça on ne le nie pas. Pour autant, les objectifs qu'il a mis en place aujourd'hui ne sont pas suffisants pour s'inscrire dans cette trajectoire 1.5 à laquelle il a pourtant lui-même souscrit. Donc ça, c'était le premier pan du recours, c'est-à-dire sous quel angle on analyse les carences fautives de l'État. Le second angle, c'est quel fondement on a pu mobiliser justement pour faire valoir ces critiques devant le juge. Donc on a essayé de développer deux types de fondements. Le premier, c'est l'obligation générale de lutte contre le changement climatique. Et donc cette obligation-là, comme je le disais tout à l'heure, on a mobilisé des arguments de droit constitutionnel puisque nous nous sommes appuyés sur la Charte de l'environnement, qui est donc une charte qui est adossée à la Constitution depuis 2004 et qui a donc pleine valeur constitutionnelle et qui prévoit en France notamment le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, mais qui prévoit également, et ça c'est le juge constitutionnel qui l'a dégagé, que chacun, et donc selon l'État y compris, est tenu à une obligation de vigilance en ce qui concerne les atteintes qu'il pourrait porter à l'environnement. Donc ça, c'est le premier volet constitutionnel. Le second volet que nous avons mobilisé pour faire reconnaître, en tout cas pour que le juge constate cette obligation générale de lutte contre le dérèglement climatique, c'est les articles 2 et 8 de la CEDH, donc comme je disais tout à l'heure, qui ont été mobilisés avec succès par la Fondation Rwanda.
Et donc, ces articles prévoient le droit à la vie et le droit au respect à la vie privée et familiale. Nous avons également mobilisé tous les textes internationaux auxquels l'État français est parti, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, l'accord de Paris, etc. Donc, en fait, tout ça, on l'a mobilisé dans une logique d'interdépendance entre les droits humains et le droit de l'environnement, euh, avec évidemment la perspective, selon laquelle en fait, l'État a un rôle de surplomb, un rôle de protection de ses populations, et compte tenu du contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, compte tenu des textes auxquels il a souscrit, force est de constater qu'il est obligé aujourd'hui tenu à une obligation de lutter contre les dérèglements climatiques, quand bien même il n'y aurait pas une phrase dans un texte qui le dirait explicitement. En fait, c'est cette conjonction de tous ces éléments qui fondent cette obligation de lutter contre le dérèglement climatique. Et ensuite, on a des obligations qu'on a appelées spécifiques, c'est-à-dire des textes particuliers qui prévoient, par exemple, la rénovation thermique de 5000 bâtiments tous les 5 ans, l'obligation de développer le fret ferroviaire, etc. Et tous ces objectifs-là, aujourd'hui, ne sont pas non plus, pas non plus vérifiés. Donc, une fois posée cette carence-là, nos demandes, quelles étaient nos demandes? Nos demandes, en fait, c'était de réparer le préjudice écologique via une injonction, c'est-à-dire de demander à l'État d'agir. Alors, on a évidemment demandé la réparation de préjudices moraux, c'est un peu plus pour la forme, pour constater que les actions comportent évidemment l'État ne respectant pas ce qu'il fait, il porte préjudice. Mais l'objectif premier, c'est que l'État prenne des actions, donc vraiment se mobilise sur ces questions-là. Face à cet argumentaire-là, la défense de l'État, compte tenu du fait que la carence était quand même constituée et que les objectifs étaient souvent dépassés, a dû adopter une défense qui était évidemment pas de dire non, non, on n'a pas dépassé ces chiffres-là. En fait, ce sont parfois des rapports du ministère lui-même qui constataient ce dépassement. Donc la défense a plutôt été axée sur, par exemple, l'inopposabilité des textes internationaux, par exemple l'accord de Paris, qui n'a pas un effet direct en droit français, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en prévaloir directement. De même, pour la charte de l'environnement, on nous opposait qu'en fait, c'était un texte constitutionnel et que des lois ont été prises pour traduire cet objectif-là, mais qu'en gros, on ne peut pas s'en prévaloir directement. Ou alors que lorsqu'on a introduit la requête, donc en 2019, eh bien, on n'était pas encore arrivé à l'échéance de 2020 qui permettait d'évaluer. Pour autant, lorsqu'on se rend compte qu'on est très en retard, ce n'est pas en quelques mois qu'on va pouvoir récupérer le retard qui existe. Et encore, et c'est l'un des principaux moyens qui étaient mis en avant par l'État, c'était que récemment, notamment avec la loi climat de novembre 2019, les objectifs ont été rehaussés. Pour autant, si on a revu ces objectifs à la hausse, c'est bien qu'avant cette loi, les objectifs n'étaient pas satisfaisants. Donc c'est presque un aveu de l'insuffisance des objectifs déjà existants. Et l'un des autres arguments qui nous était opposé, en fait, c'était que le lien de causalité n'était pas établi dans la mesure où la France n'est responsable que de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour autant, nous avions vraiment circonscrit notre préjudice au surplus d'émissions français, en faisant valoir en fait que chaque État a sa part de responsabilité et que dans la petite part que l'État avait à respecter, eh bien, cette part-là n'était pas tenue. Donc, quelle est la portée de la décision de février? Alors déjà, la décision elle a reconnu une obligation de lutte contre le changement climatique puisque le juge a dit que l'État français avait reconnu l'existence d'une urgence à lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi qu'il avait reconnu sa capacité à agir effectivement sur ce phénomène pour en limiter les causes et en atténuer les conséquences néfastes. Donc là, j'ai cité la décision. Et donc, pour reconnaître ça, le juge s'est fondé sur plusieurs choses. La Convention cadre des Nations Unies, l'accord de Paris, le principe de prévention qui est présent dans la Charte de l'environnement, et encore les divers objectifs qui sont fixés par la loi. Donc finalement, sur cette question-là, le juge nous a suivis et a bien reconnu que tous ces éléments-là concouraient à l'existence d'une obligation de lutte contre le changement climatique qui incombait à l'État. Pour autant, la carence, elle a été constituée, en tout cas, il a reconnu que sur un fondement, mais c'est déjà énorme. En fait, en France, on a un objectif à 2030, mais pour autant, cet objectif-là est décliné par période quinquennale, ou moins, des fois c'est triennal en tout cas.
Et donc, pour la période 2015-2018, le juge a constaté que la France avait dépassé de 3,5% son budget carbone. Et donc, qu'on avait permis du coup une baisse des émissions de 1,1% par an, alors que les textes prévoyaient 1,9%. Donc, pour constater ce dépassement des budgets carbone, le juge s'est fondé sur les rapports du Haut Conseil pour le climat, donc un organisme public, mais également du CITEPA, qui est pareil, un organisme public qui est en France chargé de la comptabilité des gaz à effet de serre. Et cette carence ayant été retenue, le juge, et là on était très content qu'il nous ait suivis sur ce point-là, en fait, il a dit que le fait que l'on pourrait atteindre en 2030 les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40% n'est pas pour autant de nature à l'exonérer de sa responsabilité, puisque ce qui a été émis en trop par le passé, en fait, va continuer d'avoir des effets dans le futur. Quand les gaz à effet de serre sont émis, ces gaz à effet de serre ont une durée de vie dans l'atmosphère qui parfois est de 100 ans, par exemple, pour le dioxyde de carbone. Donc, en fait, le juge a constaté qu'il ne suffit pas d'atteindre en 2030 l'objectif pour dire que l'État n'a pas commis de faute auparavant. Et donc, toutes ces choses-là, il a considéré que c'était constitutif d'un préjudice écologique. Donc ça, c'est une première, puisqu'en France, ça a été reconnu par l'affaire Erika en 2012, par la Cour de cassation. Ensuite, ça a été introduit dans la loi et c'était introduit dans le Code civil, en réalité. Pour autant, le juge administratif n'acceptait pas de reconnaître ce type de préjudice écologique pur devant les juridictions administratives. Donc là, pour la première fois, le juge accepte de le reconnaître. Et ça, c'est quelque chose de très fort, puisque, par exemple, à l'avenir, si, par exemple, une station d'épuration qui est détenue par une commune pollue un cours d'eau, alors les associations pourront aller devant le juge pour demander que la commune répare ce préjudice qui est porté à l'environnement en tant que tel, et pas seulement aux biens ou aux personnes qui seraient à proximité. Donc aujourd'hui, la décision de février, le juge a constaté donc à hauteur des engagements que l'État avait pris et qu'il n'avait pas respectés, alors l'État devait être regardé comme responsable d'une partie du préjudice écologique qui était donc constitué de ce surplus d'émissions en trop par rapport au budget carbone, mais qu'en l'état d'instruction, l'État ne pouvait pas, enfin le juge n'était pas en mesure de définir les mesures qui devraient être imposées à l'État pour réparer ce préjudice. Et donc aujourd'hui, il a pris une décision donc provisoire et les débats vont être rouverts pour que à la fois l'État et nous, les associations de l'affaire du siècle, nous faisions valoir nos éléments pour donc essayer d'identifier ces mesures. Donc ça, c'est encore en cours et voilà. J'espère que je suis dans les temps. Alex, ton micro. Ouais, non seulement tu es dans les temps, mais tu as bien couvert tous les différents sujets dont on avait parlé. J'avais quand même une petite question de suivi. Est-ce que tu penses que toute la mobilisation populaire là, dont tu nous as parlé au début, ça a un impact après sur la décision de justice ou ça se joue à un autre niveau? Je ne suis pas certain que la mobilisation ait un impact en tant que tel. En revanche, ce qui est certain, c'est que s'il y a une mobilisation de cette ampleur aujourd'hui, c'est bien que tout le monde, et donc les juges y compris, sont bien plus sensibles à ces questions-là que ça ne pouvait être le cas il y a plusieurs années. C'est-à-dire que collectivement, il y a une prise de conscience qui était sûrement moindre il y a 10 ans. Si on avait proposé ce recours, enfin si on avait porté ce recours il y a 10 ans, peut-être que la décision n'aurait pas été la même. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, Karine, avant de nous embarquer sur l'affaire climat en Belgique, est-ce que tu avais des réactions par rapport à ce qu'Antoine vient de dire? Non, j'avais peut-être juste une question sur qu'est-ce que vous attendez finalement, enfin comment l'État va se défendre, vous pensez, sur justement les mesures qu'il met en place pour éviter une injonction. Enfin, voilà, un peu vos perspectives là-dessus. Pour le moment, on ne sait pas vraiment quelle va être la défense de l'État. On imagine qu'il va évidemment faire valoir les mesures qui ont été prises par la loi climat en 2019 et les différents décrets qui doivent les mettre en œuvre. Aujourd'hui, on a également devant le Parlement français un projet de loi en discussion qui est le projet de loi climat et résilience et qui vise notamment justement à renforcer ces objectifs-là. Donc peut-être que le juge pourra constater et prendre en considération justement ces nouveaux éléments
Pour autant, aujourd'hui, on constate que tout ce qui est proposé dans ce projet de loi sont quand même souvent des mesures avec des échéances qui sont très lointaines et pour certaines des applications en 2027. Et ça nous paraît aujourd'hui difficilement compatible avec l'urgence que le juge a souligné dans sa décision de février. Ok, ben merci beaucoup encore. Karine, tu fais un peu le tour de ce qui se passe en Belgique pour l'instant. Bonsoir tout le monde. Donc, merci à Attac et alors au journal pour. Et puis voilà, d'avoir Antoine pouvoir écouter de plus près l'affaire du siècle. Donc, moi, je suis porte-parole à Greenpeace Belgique. Je suis militante aussi, mais je suis porte-parole. C'est un point peut-être à souligner. Alors, sur l'affaire climat, je vais essayer, enfin, je vais vous présenter après plus en détail, mais je vais quand même donner quelques éléments pour que vous compreniez un petit peu les similitudes et peut-être certaines différences liées, je pense, spécifiquement à la nature de l'État belge. Donc d'abord, l'affaire climat, c'est 62 000, enfin là maintenant j'ai regardé, on est à 63 000 co-plaignants. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un nombre important de personnes qui sont des Belges, qui sont partis à cette affaire et qui font partie de l'affaire climat. Les ONG, pour le coup, ça c'est un peu différent avec l'affaire du siècle, comme Greenpeace par exemple, sont uniquement des organisations qui soutiennent l'affaire climat, mais qui ne sont pas plaignantes dans le cadre du procès. Et alors l'affaire climat, c'est incroyable parce qu'elle a commencé en 2014, mais en fait, on est seulement aujourd'hui au premier jour des plaidoiries, donc en 2021, on est 7 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu 7 ans qui a été dédié uniquement à savoir dans quelle langue la procédure allait se dérouler. Donc ça a été un appel qu'a déposé la région flamande, qui a duré longtemps, qui est passé par tous les niveaux. Et puis, en fait, on a eu en tout cas la décision qui a été portée et de fait, les plaidoiries et le tribunal de première instance se fait dans la langue française. Et ça a été en tout cas acquis. Donc, début des plaidoiries, c'était aujourd'hui. Je vous ferai un petit retour puisque moi, j'ai eu la chance de pouvoir y assister. Alors, l'affaire climat, elle pointe exactement les mêmes enjeux que l'affaire du siècle, les mêmes enjeux que l'affaire Urgenta aux Pays-Bas. Elle pointe l'inaction climatique des autorités belges. Ça veut dire le fait que clairement, les autorités belges étaient totalement conscientes de l'enjeu de la crise climatique. Et ça, c'est tout le travail qui est fait dans la plaidoirie, par exemple, aujourd'hui, à démontrer que depuis les années 90, depuis la création du GIEC, depuis l'ensemble des différentes conventions et des rapports signés, par exemple, par la Belgique au moment des rapports présentés par le GIEC, qu'en fait, la Belgique était parfaitement consciente des enjeux de la crise climatique, mais qu'elle n'en a pas assez fait. Et ce, malgré les engagements qu'elle a pris au niveau international. Et donc, ce qui est bien pointé, c'est l'inaction climatique de la Belgique. Alors, peut-être un autre élément qui est important à savoir, c'est que l'affaire climat, elle attaque l'État fédéral, elle attaque les 3 régions. Donc, elle attaque la région wallonne, la région flamande et la région bruxelloise. Et donc, on est loin d'un État jacobin à la française, un État centralisateur, si on peut caricaturer. Nous, on vit dans un État fédéral dans lequel il n'y a même pas de hiérarchie entre les normes. Ça veut dire que l'État fédéral ne peut pas dire à la région flamande de faire plus d'efforts en matière climatique et la région flamande ne peut pas dire à l'État fédéral de faire plus d'efforts en matière climatique. Donc, c'est sûr que ce qui est là derrière, c'est l'inaction climatique et une inaction climatique qui est un vrai problème parce qu'en fait, elle viole le devoir de protection des citoyens et des citoyennes contre un risque majeur et imminent. Alors, je vais partager mon PowerPoint et continuer un peu à expliquer. Donc, ce qui est en tout cas présenté à l'affaire climat, c'est 2 choses. D'abord, le fait que c'est une action climatique, le fait que la Belgique et les entités fédérées, en fait, n'en font pas du tout suffisamment et depuis de nombreuses années, et en fait, nous mènent complètement droit dans le mur. Je crois qu'Antoine l'a bien dit, si on suit, ça a été présenté ce matin dans la première journée de plaidoirie, si on continue comme ça, eh bien, on va vers un monde à 3 degrés. Et donc, un des éléments, c'est le fait que l'inaction climatique viole les droits humains. Et donc, ça, c'est évidemment la photo, Climate Crisis égale Human Rights Crisis. Donc, ça, c'est un élément. Et deuxième élément, c'est que l'inaction climatique viole 2 articles du Code civil, qui est l'article 1382 et 1383, qui actent le fait que les autorités publiques sont là pour, en tout cas, protéger les citoyens et les citoyennes face à un risque majeur. Alors, je n'arrive pas à changer de slide. Attendez, je vais devoir un peu chipoter. Je vais revoir si ça marche.
Là, je pense que vous voyez. Et si je fais... Oui, ça marche. Vous voyez des photos qui montrent les actions qui ont eu lieu ce dimanche dans 100 villes, et puis à côté, l'affaire du siècle, et en tout cas au moment du verdict, et le fait d'avoir levé les mains en disant victoire. Alors, ce qui est demandé aussi par l'affaire climat, et ce qui, je pense, est extrêmement intéressant à retenir, c'est évidemment de reconnaître l'inaction climatique comme une violation des droits humains et comme un défaut en matière de devoir de protection des citoyens, mais c'est aussi une injonction d'avoir des objectifs climatiques plus ambitieux, plus rapides et plus concrets. Et ça, c'est un enjeu majeur en Belgique. Le problème de la Belgique, c'est qu'on a une cacophonie généralisée entre les différentes entités fédérales et les fédérés, et qu'en fait, ce qu'on voit, donc on a ce qu'on appelle un plan national énergie-climat qui a reçu des très, très mauvais points par la Commission européenne. Ce qu'on voit, c'est qu'on est complètement incapable de se coordonner entre les différentes entités et de construire un chemin clair et d'aller vers une réduction des gaz à effet de serre. Et donc, ce que l'affaire climat demande, c'est en tout cas en 2025 d'avoir un objectif de réduction à minima de 42%, maximum de 48% des gaz à effet de serre, en 2030 à minima d'être à 55% et en 2050 d'être dans la neutralité carbone. C'est intéressant de s'intéresser à cet objectif qui a été déposé sur 2025 parce que c'est quelque chose qu'on ne retrouve dans aucun accord de gouvernement. C'est vrai qu'entre 2014 et 2021, il y a quand même eu certains changements. On le voit, l'accord de gouvernement fédéral, l'accord de gouvernement wallon et l'accord de gouvernement bruxellois parlent clairement d'objectifs climatiques plus ambitieux en 2030 et neutralité carbone en 2050. Le gouvernement flamand n'en parle pas, on y reviendra. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ça va beaucoup trop lentement et que si on continue comme ça, on n'y arrivera jamais. Et donc, l'affaire climat demande des injonctions et des mesures concrètes plus vite, en 2025. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Autre point dont je voulais parler, et ça va être très très fort à mon avis dans le cœur des débats au niveau du tribunal de première instance de Bruxelles, c'est évidemment cette coopération entre entité fédérale et entité fédérée. Il va souvent avoir une discussion sur est-ce que c'est faisable, mais qui est responsable entre les différents niveaux de pouvoir et autres. Je pense que quelque chose qui est très fort défendu par l'affaire climat et toutes les organisations qui sont autour de la table, c'est qu'on a 4 ministres du climat en Belgique. On l'a déjà vu avec la crise du Covid, à quel point le manque de coopération entre les différentes entités en fait, nous rend incapables de répondre à une crise sanitaire ou nous rend la vie extrêmement complexe. Il suffit de regarder la campagne de vaccination. Et que donc la crise climatique, qui sera bien plus importante que ne l'est actuellement la crise liée au Covid et même la crise sociale et économique qui va suivre, va être gigantesque et que donc, quelque part, on n'a pas le choix, on doit s'organiser et se coordonner et que, en fait, les différentes autorités politiques doivent construire un chemin clair pour y arriver. Donc voilà, c'est faisable et de toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir le faire. Et le coût de l'inaction, et ça ne sera pas utilisé dans les plaidoiries, mais c'est important de le redire, le coût de l'inaction est plus élevé que le coût, de commencer à faire des choses et les investissements publics qui sont nécessaires pour entamer une transition écologique et une transition sociale. Alors, peut-être quand même, moi, je voulais revenir sur qu'est-ce qui se passe en Belgique et quelles sont à peu près la situation actuellement. Je pense qu'Antoine, le constat est un peu le même à peu près partout, donc aux Pays-Bas comme en France ou ailleurs, c'est que malgré les engagements qui ont été pris par les différents pays, que ce soit à travers les différentes COP, à travers l'accord de Paris, malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas ou diminuent de manière insuffisante. Alors, ce graphique, il vous montre quand même les émissions de gaz à effet de serre en Belgique. Et en fait, je pense que ce qui est important de tenir en compte, vous voyez, il y a eu une baisse, ça on ne peut pas le nier, il y a eu une baisse à partir de 2010, mais depuis 2015, c'est sur un plateau et ça stagne complètement. Et alors, je pense que là, il y a un immense aveu de faiblesse de la part des autorités belges. C'est que pourquoi est-ce qu'en fait, on a eu une baisse des émissions de gaz à effet de serre? C'est lié à la crise financière. Donc, ce n'est pas lié à des politiques climatiques ambitieuses, c'est lié à la crise financière. Et effectivement, maintenant, et c'est souvent quelque chose auquel moi je suis confrontée, parfois les médias me posent la question en me disant, mais voilà, finalement, avec la crise du Covid, du coronavirus, les différents lockdowns et ainsi de suite, est-ce qu'on ne voit pas une réduction des gaz à effet de serre? Donc la réponse est effectivement oui, mais par contre, tout de suite, dès que les économies peuvent reprendre, on l'a vu en Chine ou ailleurs, il y a le phénomène d'effet rebond, et on voit déjà que les émissions de gaz à effet de serre, par exemple en Belgique, qui ont eu lieu à partir de juin, juillet, août,
en fait, était déjà de nouveau en hausse et que ce qui avait pu être gagné par, entre guillemets, gagné par le lockdown en mars était déjà perdu en termes de gaz à effet de serre. Donc, je pense que deux éléments, les réductions de gaz à effet de serre qui ont lieu en lien avec le lockdown ou depuis 2010, en fait, sont un aveu de faiblesse totale de nos autorités, puisqu'en réalité, ce ne sont pas liés à des politiques ambitieuses. Donc ça, c'est quand même un élément important et qui a été aussi dit ce matin au niveau du tribunal de première instance. Autre élément que je voulais amener, c'est finalement ces gaz à effet de serre, et Antoine l'a bien dit, qui restent comme le CO2 pour très longtemps dans l'atmosphère, pour 100 ans, les autres un petit peu moins, mais donc il y a un effet évidemment cumulatif avec la présence déjà naturellement de ces gaz dans l'atmosphère. En tout cas, en Belgique, et ça c'est pointé par différentes autorités publiques, donc je vous ai mis un peu la répartition des différents secteurs qui participent à la production de gaz à effet de serre. Il y a un secteur qui n'arrive pas à diminuer et qui est en augmentation, c'est le transport. Et donc ça, c'est un enjeu vraiment majeur en Belgique. On peut faire le lien directement avec les voitures de société. Donc la Belgique est connue pour un système de voitures de société qui sont données en tout cas à des salariés, ce qu'on appelle des cadres en général, des voitures de société, souvent avec une carte carburant, donc qui consomment beaucoup. C'est évidemment aussi lié au transport de marchandises. Et donc le secteur du transport est un secteur qui ne baisse pas du tout en matière de gaz à effet de serre, que du contraire, ça ne fait qu'augmenter les dernières années. Et donc, évidemment, ça demande un shift très important au niveau des autorités publiques pour soutenir quelque part l'utilisation des transports publics et des investissements pour renforcer l'accès au transport public. Autre élément évidemment connu, et Antoine en a parlé, c'est la question évidemment du chauffage, qu'il soit résidentiel ou tertiaire. Donc, le fait d'une part, diminuer la demande en énergie en isolant les bâtiments publics, privés et les logements sociaux, et évidemment travailler aussi sur la production d'énergie et sa réduction. Alors, l'affaire climat, elle n'est pas du tout toute seule. L'affaire climat, elle vient de commencer en Belgique, mais elle s'inscrit, je pense, dans un mouvement général dans le monde qui voit une augmentation majeure des litiges climatiques. Et donc, je vais en pointer 3, et puis je vais pas oublier, Alexandre, de répondre à ta question sur pourquoi est-ce que Greenpeace, tout à coup, se met à aller en justice et pourquoi est-ce qu'il le fait. Donc, sur les litiges climatiques, ce qu'on appelle les litiges climatiques, ce sont vraiment le fait que des citoyens, des citoyennes, des ONG, des associations portent plainte et donc vont en justice pour pointer du doigt l'inaction climatique des États ou des entreprises. Et alors, il y a des formules extrêmement différentes. En Colombie, ce sont des jeunes. En France, on a dit c'est 4 associations qui sont mises ensemble et soutenues par une très large pétition. En Belgique, c'est une ASBL, mais avec 62 000 co-demandeurs. Voilà, il y a des situations très diverses, parfois des agriculteurs. Globalement, il y en a à peu près plus de 1500 dans le monde. Donc, ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Et très clairement, le verdict, donc c'est la photo qui se trouve à gauche, le verdict Urgenta contre l'État hollandais a vraiment donné un vent d'espoir à celles et ceux qui avaient envie de porter en justice la question de l'inaction climatique. On le retrouve un peu partout dans le monde, donc beaucoup aux États-Unis, beaucoup en Europe aussi. D'ailleurs, ça vaut la peine de citer, il y a un groupe de jeunes Portugais qui a porté plainte auprès de la Cour européenne des droits humains et qui, justement, va poser cette question auprès de la Cour européenne des droits humains. Il y a aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et des États du Sud. Il y en a moins, évidemment, mais il y a aussi des pays du Sud. Et par exemple, il y a eu un cas aussi en 2015 où un paysan pakistanais a porté plainte auprès d'une cour, d'un tribunal au Pakistan et a gagné. Le juge a obligé l'État pakistanais à créer une commission nationale sur le climat car il était effaré par le manque de connaissances des autorités publiques sur la question de l'urgence climatique. Je voulais pointer 2 autres cas. Le cas au-dessus, c'est un litige perdu par Greenpeace. Donc, peut-être pour répondre à ta question, Alexandre, en fait, Greenpeace est une ONG qui existe depuis bientôt 50 ans, qui travaille évidemment à la défense de la planète et de l'environnement. On est connu, bien sûr, pour tout ce qui est action directe non violente. Je pense que ça, c'est un des principes de base de notre manière de travailler. C'est que c'est peut-être pas légal, mais en tout cas, c'est légitime et qu'il y a urgence à agir et que donc on est prêt pour cela, engager des actions directes non violentes. On est connu évidemment pour le plaidoyer, on est connu aussi pour les pétitions, on fait beaucoup de pétitions, mais en fait, on a toujours utilisé à un moment ou à un autre la justice. Et donc, par exemple, pour vous dire, en Belgique, on a 4 procès en cours
on a 2 procès sur la question de la qualité de l'air. Un procès contre la région flamande parce qu'elle mesure de manière insuffisante la qualité de l'air. Même chose pour la Wallonie qui mesure de manière insuffisante la qualité de l'air. On a un autre procès auprès du Conseil d'État parce qu'on a demandé à savoir quels sont les ministres qui, pendant la crise, ont rencontré des grandes entreprises d'énergie fossile. Et en fait, il y a des ministres qui ne nous ont pas répondu. Or, c'est un droit à l'information qui est violé dans ce cas-là. Donc, on a porté plainte auprès du Conseil d'État. Et on a encore une plainte aussi auprès du Conseil d'État sur la prolongation de Doel 1 et Doel 2. Donc des centrales nucléaires en Belgique. Donc c'est quelque chose qui depuis toujours est utilisé par Greenpeace, d'un moment donné, considérer que la justice est aussi, autant que le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif sont importants, que le pouvoir judiciaire, elle a aussi quelque chose à dire sur le droit à l'environnement et la protection de l'environnement. Alors je vais donner cet exemple que j'ai choisi, qui est en fait un litige qui a été porté par Greenpeace et d'autres organisations qui sont Earth and Nature de Norvège et une autre organisation, mais je ne retombe pas sur le nom, mais je pourrais le retrouver, qui ont porté plainte en Norvège, en fait, sur le fait que la Norvège avait accepté de donner des licences d'extraction du pétrole dans une zone qui était une zone particulièrement fragile en termes de biodiversité. Et cette plainte, elle est intéressante parce qu'elle a essayé de montrer que oui, la Norvège était un bon élève, ce que la Belgique n'est pas. Ça, il faut le rappeler, la Belgique est vraiment un très mauvais élève en matière climatique. Donc, la Norvège était un bon élève en matière climatique. Concrètement, il y avait vraiment une réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau voilà, de la Norvège, des autorités publiques, de la population norvégienne. Mais par contre, elle était un grand exportateur de pétrole. Et qu'en fait, en étant exportatrice de pétrole, la Norvège, quelque part, elle aussi participait au réchauffement climatique et à la production de gaz à effet de serre. Donc, le litige a vraiment porté sur non pas les gaz à effet de serre qui sont émis dans le cadre du pays, mais sur finalement les gaz à effet de serre liés à une production nationale qui évidemment vont sûrement avoir lieu dans un autre endroit, là où le pétrole sera exporté et là il sera utilisé. Et là, Greenpeace a perdu. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas toujours gagnant. Mais donc, Greenpeace a perdu après 2 appels et au niveau de la Cour suprême de Norvège. Au motif, en fait, il y a 4 juges qui nous ont suivis et 11 juges qui ne nous ont pas suivis, qui ont considéré qu'on ne pouvait pas juger un pays sur les gaz à effet de serre qui seraient produits liés à l'exportation, en tout cas du pétrole qui était, dont la licence avait été accordée par la Norvège. Et alors en dessous, je voulais aussi le souligner, donc, il y a évidemment des plaintes contre des États, mais il y a aussi des plaintes contre des entreprises. Et ça, c'est aussi une jurisprudence qui est en train de se développer. Et donc, en dessous, c'est en fait un agriculteur péruvien qui a porté plainte en Allemagne contre une grande entreprise d'énergie allemande, au motif qu'en fait, lui, il vit directement les impacts du réchauffement climatique de par les sécheresses, de par la réduction de l'accès à l'eau, de par la disparition des glaciers, et qu'en fait, c'est lié aux grandes entreprises d'énergie fossile qui sont pour 2/3 responsables de la production des gaz à effet de serre. Et je pense que là, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est que après beaucoup de discussions, en tout cas pour l'instant, là où on en est au niveau de l'Allemagne, c'est qu'il a été reconnu qu'effectivement, il pouvait y avoir un lien de causalité et que maintenant, il fallait prouver cette causalité. Et donc, il y a un travail qui va se faire au niveau du Pérou. Voilà, je pense que ça, c'est important de le dire parce qu'il y a évidemment le travail auprès des États et le travail auprès des entreprises en matière de litiges climatiques et de plaintes. Alors, peut-être pour conclure, je ne sais pas très bien où j'en suis dans mon temps, donc Alexandre, n'hésite pas. Peut-être dire qu'est-ce que ça peut changer si on gagne l'affaire climat. En fait, c'est d'abord extrêmement important parce qu'il faut savoir que donc, l'année 2021 est une année cruciale en matière climat. Alors, c'est un peu fatigant de dire ça parce qu'on a un peu l'impression chaque année qu'on dit exactement la même chose. Enfin bon, vu que la situation s'empire, chaque année devient un peu plus cruciale. Et même John Kerry l'a dit quand il a visité l'Union européenne, il a dit quelque part, c'est cette année-ci ou bien après, il va falloir parler de miracle. Je pense que voilà, John Kerry est peut-être croyant, mais néanmoins, je pense que la phrase était forte à ce niveau-là. Et donc, on est dans une année cruciale parce qu'effectivement, on voit bien que les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial ne diminuent pas ou insuffisamment pour s'inscrire dans une limitation de la température, d'une hausse de la température à 1,5 degré ou à 2 degrés. On a de plus en plus d'évidences scientifiques qui montrent qu'une augmentation de 1,5 ou de 2 degrés aura des impacts
tout à fait différent, en tout cas pour chaque dixième de degré gagné est en fait un impact gigantesque sur l'ensemble de l'humanité, sur nos pays, mais aussi sur les pays du Sud qui n'ont pas participé à la production de gaz à effet de serre ou d'une manière beaucoup moindre et qui pourtant sont les premières victimes. Et donc, si l'on gagne, d'abord, ça va clairement condamner les 4 entités belges sur cette question d'inaction climatique. Et dans une année cruciale comme celle-ci, on se rend compte qu'on a à nouveau une commission nationale du climat qui réunit les différentes entités et qui aura, comme toujours, beaucoup de difficultés à accoucher d'une position commune, parce que c'est ça la difficulté en Belgique, à accoucher d'une position commune et encore plus une position commune ambitieuse en regard de la COP26, on a vraiment besoin d'avoir le levier judiciaire avec nous. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, et ça, je l'ai dit au tout début de ma présentation, c'est que l'affaire climat demande une réduction des gaz à effet de serre avec des mesures concrètes déjà en 2025. Et ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'existe dans aucun accord de gouvernement et dans aucun plan belge. Et donc, si la juge, ça fait que la présidente est une femme, si la juge nous suit, eh bien, on va avoir véritablement, en tout cas, un tracé qui sera très clair avec un objectif à plus court terme que celui de 2030. Donc, je pense que là, il y a 62 000 Belges qui suivent de manière très, très proche l'affaire climat. Ils ne sont pas que 62 000, puisqu'il y a eu des grands mouvements et des grandes mobilisations climatiques bien avant la crise sanitaire. Et puis, dernier élément, et je pense que ça, c'est vraiment important de le dire, c'est que la transition écologique, elle sera sociale ou elle ne sera pas. Et que la transition écologique, elle est créatrice d'emplois. Elle est créatrice pour la Belgique de 80 000 emplois, 80 000 emplois qui ne sont pas réservés à une élite hyper formée ayant un haut capital culturel. C'est au contraire vraiment des emplois qui seront dans la rénovation des bâtiments, dans les énergies renouvelables. Donc, il y a vraiment une opportunité à saisir, surtout avec la crise économique et la crise sociale qui est déjà là maintenant et qui sera évidemment très forte après la crise du Covid, quand on en sortira, à saisir le fait que la transition écologique et le fait d'être capable de ne pas sauter d'une crise à l'autre est aussi une opportunité pour offrir des emplois à des personnes qui maintenant souffrent cruellement de la crise. Voilà, je pense que ça, c'est un peu les grands éléments sur l'affaire climat. Je suis sûre que j'ai oublié d'autres choses, mais qui pourront sortir dans le débat. Et peut-être dernière chose à dire, donc les plaidoiries ont commencé ce matin. Elles vont durer 10 jours, donc jusqu'au 26 mars. Et le verdict est attendu pour mai-juin, voire l'été. Donc voilà, ça c'est en tout cas les éléments de ligne du temps pour suivre cette affaire climat en Belgique. Ok, merci beaucoup. Avant de commencer par les questions-réponses, là, et d'ailleurs, je rappelle là, les personnes qui nous suivent sur Facebook ou sur Zoom, n'hésitez pas à poser vos questions qu'on va ensuite relayer à Karine et à Antoine. On a déjà quelques questions qui sont arrivées. Avant de les poser, donc j'entends bien là, Karine, que tu nous dis que les décisions, enfin les procès en justice ont été intentés depuis le début par Greenpeace, que ça faisait partie de leur arsenal de combat. Mais quand même aussi, tout ce que tu dis, c'est que depuis 5-6 ans, tu en as énuméré plein, des procès et ça c'est assez nouveau, de voir que la quantité de procès qui sont intentés, alors j'ai essayé de compter, mais on trouve les chiffres, je ne sais pas, en tout cas c'est plusieurs centaines au niveau de la planète, peut-être plusieurs milliers. Qu'est-ce que ça dit, ça ? Est-ce que ça dit que les autres méthodes sont insuffisantes ? On a essayé pendant des années, des décennies, de convaincre les puissances publiques, et puis on s'aperçoit que ce n'est pas suffisant, ou est-ce que ça dit qu'il y a un sentiment d'urgence accru et ça ne suffit plus quoi, d'essayer de convaincre? Le temps de la conviction est trop lent par rapport à l'urgence climatique. Je ne sais pas, est-ce que tu veux... Oui, mais donc il y a plus de 1500 litiges climatiques et effectivement, Alexandre, il y en a de plus en plus.
Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y a d'abord la jurisprudence qui a eu lieu en Hollande avec l'affaire Urgenta, a vraiment donné le vent en poupe. Et Antoine l'a dit, puisque finalement l'affaire du siècle s'est créée directement en lien avec l'affaire Urgenta. Donc l'affaire Urgenta, ça fait la une de la presse internationale. C'était la première fois qu'on avait un État condamné pour une action climatique. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais ça a eu un effet immédiat sur la politique hollandaise. Donc sur la politique hollandaise, ça a rehaussé les ambitions climatiques. Ça a obligé l'État hollandais à mettre 3 milliards d'euros en termes d'investissement sur des enjeux de transition écologique. Ça a fermé des projets, entre autres des mines de charbon. Donc, ça a eu un effet qui n'est pas juste une décision de justice qui, après, n'a pas été appliquée. Ça a vraiment eu un effet sur la politique hollandaise et ça continue à l'avoir puisque dans chaque débat sur la question climatique en Hollande revient, en tout cas, le jugement qui a été émis au niveau de l'affaire Urgenta. Donc, ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est le fait, comme tu l'as dit, c'est que la crise s'aggrave, que toute année perdue est dramatique pour l'urgence climatique, pour les générations futures et même pour nous, parce que je pense que de plus en plus, les gens perçoivent les effets du changement climatique. En Belgique, c'est très clair, les années chaudes se multiplient, les canicules se multiplient, les sécheresses se multiplient. Donc, les gens sont de plus en plus conscients de l'effet dans leur quotidien du réchauffement climatique. Donc ça, c'est, je pense, un élément important de conscientisation et d'accélération de la crise. Et troisième élément, c'est vrai qu'on voit bien une léthargie des États et une vraie difficulté à vraiment donner un cap clair, aussi parce qu'il y a des rapports de force très, très puissants. On va pas, là, on ne l'a peut-être pas tellement évoqué, mais c'est évident. Un exemple concret, c'est les voitures salaires. En Belgique, on ne peut pas toucher aux voitures salaires. Et il y a d'autres éléments. Donc, voilà, il y a les mesures d'austérité imposées par l'Union européenne qui empêchaient, avant la crise du Covid, de faire des investissements publics majeurs. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se jouent. Et donc, c'est sûr que la justice est considérée par de nombreux citoyennes et citoyens et organisations comme un levier supplémentaire à utiliser pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir imposer aux États, je pense, le fait que les engagements qu'ils ont pris, en fait, leur imposent une contrainte légale et un devoir par rapport à leurs concitoyennes et concitoyens. Et ça, c'est un élément important, je pense, c'est qu'on ne peut plus se suffire des engagements signés dans les grandes COP et ailleurs. Il faut que ces engagements se traduisent par des plans concrets et qu'on voit effectivement une réduction des gaz à effet de serre. Et c'est la léthargie des États qui pousse les gens à décider d'aller en justice. D'accord. Merci beaucoup, Karine. Est-ce que Antoine, tu voulais une petite réaction une question à Karine avant qu'on passe aux questions du public? Ouais, je rejoins complètement Karine sur ce qu'elle a dit. Je me demandais, dans le cadre du chiffrage des objectifs que vous avez proposés, vous vous êtes appuyé sur quels éléments? Vous avez appuyé sur des rapports publics, par exemple, ou alors sur des experts qui vous ont rejoint sur ce sujet-là? Donc, en fait, c'est des rapports publics, plus aussi des experts. Enfin, il y a un climatologue qui est assez connu en Belgique, qui est Vanny Purzel. Et donc, c'est lui aussi qui a aidé à construire cette méthodologie. Voilà, maintenant, on verra si ce sera suivi. Je pense que ça, c'est un peu ce qui... Enfin, vous avez exactement la même question. Quelle va être l'injonction du tribunal en la matière? Et ça, on verra bien comment ça sera suivi. Peut-être un autre élément, Alexandre, je me disais, qui est utile pour aussi répondre à Antoine, qui complète ce que dit Antoine. Ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'une fois que l'État est condamné, ça ne dit pas comment l'État doit faire. Et donc ça, c'est aussi, on respecte la séparation des pouvoirs entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Après, à l'État de choisir quelles vont être les mesures qu'il va mettre en place pour y arriver. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un verdict en Belgique que pour autant, on va tous être tout à fait d'accord, peut-être, avec ce que les entités ou l'État belge va proposer comme solution. Je vais donner un exemple concret, le nucléaire. La prolongation du nucléaire pourrait, par exemple, faire partie, pas en Belgique, mais en France, pourrait faire partie des mesures que l'État français proposerait. Et là, évidemment, comme Greenpeace, on est opposé à la prolongation du nucléaire et on pense qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique et ne pas prolonger le nucléaire. Okay, merci beaucoup. On va vous poser maintenant quelques questions à faire intervenir le public. Là, j'ai une question d'un internaute. Donc, je la lis.
Je pense qu'elle s'adresse à tous les deux, hein, vous pourrez réagir chacun. Est-ce que lorsqu'un pays quelconque achète le bon de carbone à un pays sous-développé, on considère que le pays riche qui a acheté les bons carbone respecte les accords de réduction de carbone? Est-ce qu'il existe une loi qui peut être appliquée pour punir cet État? Ah oui, c'est la question de la marchandisation là, des droits à polluer. Antoine, peut-être, tu commences. Aujourd'hui, à l'échelon mondial, on a le protocole de Kyoto qui organise ces systèmes d'échange de quotas de gaz à effet de serre. On a le même dispositif à l'échelon de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est plutôt encouragé que réprimé. L'idée, c'est qu'on assigne à chaque État un budget carbone en fonction de ses émissions passées notamment, mais également de sa capacité à réduire les émissions. Et parfois, on peut en allouer peut-être un peu plus aux pays qui historiquement en ont moins émis. Et dans ce cas-là, les pays, notamment occidentaux, qui ont beaucoup émis par le passé lors de la révolution industrielle, en fait, vont pouvoir émettre un peu plus et donc racheter des quotas à ces États d'autres pays. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas du tout l'optique n'est pas du tout de réprimer ce type de pratique. C'est vraiment quelque chose qui est prévu et encadré par le protocole de Kyoto et à l'échelon européen également. Je crois que dans la question, ça demandait aussi, est-ce que ça n'avantage pas les pays riches qui auraient plus les moyens de racheter des droits à polluer, en fait? Toute la difficulté, et d'ailleurs c'est ce qu'on constate à l'échelon européen, c'est de fixer des budgets qui soient justes au départ. Et notamment, par exemple, si on pense au prix de la tonne de carbone, on se rend compte que si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est parce que le prix est trop bas. Donc, il faut à la fois une quantité qui soit correctement fixée et un prix qui soit suffisamment dissuasif derrière. À l'heure actuelle, peu de gens, la majorité des personnes considèrent que ce système n'est pas au point. Donc, tout l'enjeu est vraiment de réussir à affiner les paramètres. Ça peut être un outil intéressant, hein, éventuellement, mais tout dépend vraiment des paramètres qu'on choisit pour arriver aux fins qu'on vise, hein, et donc réduire les émissions. Si ce n'est pas incitatif, ça ne sert à rien. Si, in fine, chacun ne réduit pas ses émissions, c'est que le système ne fonctionne pas. Oui. Karine, tu avais autre chose à dire là-dessus? Oui, moi, je voulais compléter parce que, par exemple, ce n'est pas directement lié à la question, mais par exemple, la question des puits de carbone, qui est aussi parfois soulevée par les partis qui se défendent, enfin, c'est le cas en Belgique, hein, il y a plusieurs entités qui l'ont soulevé. En tout cas, il y a quelque chose qui a été décidé par la Cour de cassation hollandaise qui est intéressante, qui a montré que c'était trop incertain. Et donc, on ne pouvait pas se fonder sur les puits de carbone pour, en tout cas, justifier d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre à venir. Donc ça, c'est un élément qui au moins a été tranché par la jurisprudence. Et alors, je pense que moi, je suis d'accord avec Antoine. Hein, je pense que c'est tout l'enjeu, ce marché du carbone, qui ne doit pas devenir un échappatoire facile pour les pays qui ils sont historiquement des grands émetteurs de gaz à effet de serre et continuent à l'être actuellement. Après, ça ne sera pas... ça, peut-être, parce que moi, je ne suis pas avocate, ça, peut-être, Antoine, tu peux le compléter. Je ne pense pas que ça a été tranché, en tout cas, d'un point de vue légal au niveau de l'Union européenne, sur est-ce que ça pouvait être exclu de la réduction des gaz à effet de serre. Donc ça, je pense que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est bien aussi ce que j'expliquais. Il y a quand même une limite aussi, pas une limite. Avoir un verdict positif ne dit pas encore que le chemin qui est choisi est le bon chemin. Et donc, c'est là où la mobilisation continue à être clé et importante, c'est qu'une fois qu'on a le verdict, ce n'est pas fini. Il va y avoir encore une discussion importante, je pense, sur est-ce qu'on fait le bon chemin, est-ce qu'on respecte bien ce qu'on a dit, quel choix on fait. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que c'est complémentaire comme stratégie de lutte et pour faire parler d'urgence climatique et obtenir des avancées, mais ça n'est pas unique. Pour rebondir un peu là-dessus, est-ce qu'effectivement, on n'a
pas peur que les décisions de justice puissent entraîner des effets pervers, c'est-à-dire qu'on fasse des actions pour le chiffre, pour être dans les clous, et que ce faisant, on ait des... Alors, tu as donné l'exemple, je crois, Karine, du nucléaire. Bon, est-ce que si on est condamné à garder nos quotas de gaz à effet de serre, on ne va pas justement prolonger plus que de raisonnable de nucléaire qu'on n'aurait pas fait si on n'avait pas eu cette décision de justice. Je pense aussi à la question sociale. Est-ce que on peut pas risque pas d'y avoir un effet de faire porter le coût aux classes, on a vu avec les gilets jaunes qu'on essayait de mettre une taxe carbone qui était injuste, la réaction qu'il y a eu en France contre ça, et qui était une réaction légitime parce qu'on essayait de faire porter le coût des réductions des gaz à effet de serre par une partie de la population. Est-ce qu'on vous risquez pas les effets pervers? Qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ça? Je vais complètement retourner ta question. Je pense que les effets pervers sont déjà là. Ça veut dire qu'en fait, la crise climatique, elle affecte déjà beaucoup plus durement les personnes les plus vulnérables. Et donc, ça inclut les personnes qui vivent dans les pays du Sud, qui sont, elles, beaucoup plus victimes du réchauffement climatique et donc des inondations, des éléments météorologiques extrêmes. Mais c'est même le cas aussi en Belgique et dans les pays riches ou les pays européens, dans lesquels il est évident qu'en cas de canicule, les personnes qui vivent dans des logements sociaux ou dans des logements peu isolés, qui se retrouvent tout en haut d'une tour, ou bien les personnes qui travaillent dans la rue, par exemple, souffrent beaucoup plus violemment du réchauffement climatique. Donc déjà, en soi, le réchauffement climatique, et ça a été largement démontré, effectivement, est en fait un effet sur les inégalités sociales, les accroît et touche de manière beaucoup plus forte les personnes plus vulnérables ou plus précarisées dans les différentes sociétés. Donc, je pense que le verdict, ce qu'il crée, c'est une ambition climatique, et juger le fait que ne rien faire, en fait, est en soi un véritable problème pour l'ensemble de la population et un problème de justice sociale. Je pense qu'après un verdict, c'est bien ce qu'on discutait, c'est qu'un verdict va énoncer certains éléments, va juger l'inaction climatique, va peut-être faire des injonctions, et c'est ce qu'on espère pour la France, c'est ce qu'on a obtenu pour la Hollande, et c'est ce qu'on espère pour la Belgique, c'est avoir des injonctions en termes d'ambition climatique et d'objectifs climatiques. Après, tout l'enjeu, ça reste, comme dans n'importe quel combat et comme dans n'importe quelle société, comment est-ce qu'on est d'accord sur le fait de prendre un chemin qui soit une transition juste, et donc qui ne soit pas une transition écologique qui soit injuste, comme tu as pris l'exemple des gilets jaunes. Je pense qu'il y a quand même des éléments qui nous aident, en partie. D'abord, c'est évidemment une mobilisation généralisée, une conscience accrue des enjeux, le fait qu'évidemment, au niveau de l'Union européenne et d'autres instances, on sent clairement qu'on pousse pour avancer sur une transition écologique, mais elle ne sera sûrement pas indemne de tension. Voilà, je pense que l'élément central, c'est de dire que le prix de l'inaction est tellement élevé, et beaucoup plus élevé pour les populations plus précarisées, alors que le prix de l'action climatique peut être au contraire favorable pour les différentes sociétés, que ce soit la France, la Belgique ou la Hollande, et que, en fait, obtenir des verdicts, ce n'est qu'obtenir la réalisation des engagements qui ont été pris depuis des années. Ça, je crois qu'il faut le dire et le redire. Ces engagements, ils ont déjà été pris. Et ce que nous, on attaque en justice, c'est le fait qu'ils ne sont pas respectés. Donc, quelque part, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que la Belgique a reconnu l'importance du réchauffement climatique et a pris de plus en plus d'engagements. Même chose pour la France. Et donc ça, je crois qu'Antoine l'a expliqué. Donc moi, je pense que dans plein de combats, et je pense que c'est pour ça que la question des litiges climatiques est comparable au débat, par exemple, sur l'accès à l'avortement en Belgique, qui a été aussi à un moment donné débattu au niveau du palais de justice, comme ça a été le cas sur la ségrégation raciale aux États-Unis, où à un moment donné, il a fallu porter certains sujets auprès des cours pour pouvoir faire avancer une reconnaissance de droit. Et dans ce cas-ci, c'est la reconnaissance du droit des générations futures et la reconnaissance du droit des citoyens à être protégés face à un risque imminent et très clair qui est la crise climatique. Oui. Antoine, merci Karine. Antoine, tu avais aussi sur ce sujet point de vue. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que effectivement, je
suis complètement d'accord avec Karine. En fait, le levier judiciaire, c'est un levier parmi d'autres. Et il va permettre justement de faire acter des objectifs. Enfin, en tout cas, que les objectifs ne sont pas tenus. Après, c'est un élément qui, conjugué à une prise de conscience accrue, à des parlementaires qui pourront se saisir de ces décisions-là pour voter des mesures plus favorables aux gouvernements en place qui ont été élus justement de prévoir des mesures qui s'inscrivent et qui permettent de respecter ces décisions de justice et avant même cela, les objectifs qu'ils ont eux-mêmes pris auparavant. Donc en fait, voilà, c'est quelque chose qui est un peu incrémental, je pense. On obtient la décision de justice et tout ça est lié. Ça va permettre à tout le monde en fait, d'avancer. Et je pense que ça, c'est important de le dire, en fait, que c'est la conjonction de toutes ces choses-là qui permet d'aller vers du mieux-disant à tout le monde. D'accord, merci. Alors, je regarde dans les questions. Là, j'en ai une qui va vraiment s'adresser plus spécifiquement à Karine, puisque il parle de la réaction du gouvernement, plus particulièrement la ministre Katabi à l'affaire du climat. Est-ce que tu veux commenter un petit peu? Donc, a priori, elle a bien entendu les préoccupations qui étaient les vôtres et les nôtres. Et elle prend acte, elle dit qu'elle va amorcer une réorientation de l'approche politique climatique. Et concrètement, oui, en soutenant le rehaussement de l'objectif européen de réduction de gaz à effet de serre. Donc, ça serait rehaussé à 55% d'ici 2030, avec une neutralité climatique d'ici 2050. Et cette ministre dit qu'elle activera pleinement les leviers fédéraux pour ce faire. Voilà, est-ce que c'est plutôt positif? Oui, c'est plutôt positif. Et ça, je pense que c'est quand même une différence avec en 2014, avec l'affaire climat à son tout début. C'est que là, on n'avait pas du tout des ambitions qui étaient mises comme ça dans les accords de gouvernement. Et je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est vraiment une réussite des mobilisations climatiques. C'est parce qu'il y a eu des mobilisations larges, persistantes, des jeunes, de l'ensemble de la société belge, des syndicats, à Greenpeace, à d'autres organisations comme le CNCD 11-11-11, de l'ensemble des personnes et des citoyens, vraiment quelque chose de massif et de large qui a amené, je pense très clairement, un ensemble de partis politiques à se rendre compte qu'il fallait être beaucoup plus ambitieux sur la question climatique et donc à le mettre dans l'accord de gouvernement. Donc il faut vraiment pouvoir reconnaître ça et se rendre compte que ça amène quand même à certains changements. Donc je pense que, évidemment, la ministre Katabi réagit clairement à l'affaire climat qui l'attaque directement, puisqu'elle est maintenant au niveau fédéral et elle hérite d'une situation comme d'autres, d'une situation qui a traîné depuis des années. Donc, voilà, tout le monde n'est pas... c'est pas la personne qui est responsable, c'est évidemment une globalité en termes d'autorité publique. Moi, je pense aussi que... je ne vais pas réagir en détail sur ce qu'elle a dit, mais je pense qu'il faut vraiment penser en Belgique, tout se passe au niveau de la Commission nationale climat. C'est là où se définit le plan national énergie-climat. C'est là où se définit aussi la position qu'on va défendre à l'Union européenne et qu'on va défendre à la COP26. Pour rappel, à la COP21, on a été incapable d'avoir une position parce qu'il y avait un désaccord entre les différentes entités. Donc, on est venu avec une feuille blanche. Donc, on est vraiment désastreux sur la question climatique depuis de nombreuses années. Il y a des tensions très, très fortes entre les entités. Et donc, je pense aussi que le verdict peut aider certains et certaines dans différentes entités et gouvernements à gagner un rapport de force, entre autres, avec la Flandre. Parce que la Flandre est clairement celle qui bloque en partie d'aller un peu plus vite sur les questions climatiques parce que voilà, le gouvernement flamand ne représente pas du tout les mêmes sensibilités politiques au niveau, en tout cas, de la région wallonne, de la région bruxelloise. Et donc, je pense aussi qu'un verdict peut aussi pousser quelque part les entités à avancer. Et alors, il faut savoir qu'il y a une astreinte qui a été demandée d'1 million d'euros. Donc là, par contre, on n'est pas du tout dans la même formule que ce qui a été demandé au niveau de l'affaire du siècle. Il y a une astreinte d'1 million d'euros pour non-accomplissement du verdict. C'est pas rien. Alors, je ne dis pas que la juge va suivre cette demande, mais enfin bon, il y a une astreinte qui a été demandée. Et donc, c'est un élément qui joue, qui pourrait aider à en tout cas pousser, je pense, l'ensemble des entités à mieux se concerter et être capable de produire, en tout cas, un plan national énergie-climat plus ambitieux. Et au niveau de l'Union européenne, ce qu'on entend
beaucoup de la part de certains acteurs, c'est que la Belgique dit, mais en fait, c'est la Pologne qui doit faire les efforts. En gros, c'est ça. Parce qu'on renvoie à la Pologne, évidemment qu'il y a des mines de charbon et tout. Et donc, ça, c'est aussi une discussion de comment la Belgique va être solidaire, va être capable aussi de prendre ses responsabilités au niveau de l'Europe et ne va pas tout renvoyer, en tout cas à la Pologne ou à d'autres pays qui ont encore voilà, des grandes mines de charbon et pour qui la transition ne sera pas simple parce que c'est des milliers de travailleurs et de travailleuses qui vivent des mines de charbon. Et donc, enfin, il faut nous se remettre dans le contexte. Enfin, moi, je suis bruxelloise, mais mes parents viennent d'une région minière en Wallonie. Il faut se souvenir de ce que ça a été l'industrie du charbon en Wallonie. Est-ce que ça veut dire quand ça s'arrête? Est-ce que ça veut dire pour plein de gens? Et ben, c'est exactement ce débat-là qu'il y a pour l'instant en Pologne. Et donc, la Pologne n'est clairement pas un bon élève climatique au niveau de l'Union européenne. Mais donc, je pense que la Belgique, en se positionnant aussi au niveau de l'Union européenne, en renvoyant tout vers la Pologne, ne prend pas ses responsabilités et n'aide sûrement pas à une transition juste en Pologne, qui va en avoir besoin parce que c'est des milliers d'emplois qui sont quand même, qui vont avoir besoin de trouver d'autres débouchés que les mines de charbon. Ouais. Tu peux redire le chiffre là pour l'astreinte que vous demandez quoi, pour, vous, Greenpeace, on est que en soutien. Hein. À titre personnel, je suis co-demandeuse, on demande 1 million d'euros. Ok. Et d'accord. Et qui s'appliquerait pour. Donc... Ça ne s'appliquera que si la juge nous suit, il reste à prouver, et qui s'appliquera si le verdict n'est pas suivi, en fait. Oui, ouais. Après, c'est un chiffre qui a été construit comment c'est pour que ça soit assez alors là, dissuasif ou... Je ne le sais pas, mais je veux bien le chercher. Je ne le sais pas. Okay. Après, je pense qu'il est quand même important, c'est on est au tout début en Belgique. On est au premier niveau, on a la première instance. Donc, rien ne dit qu'il n'y aura pas un appel par la suite. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que peut-être Antoine pourrait aussi dire. Si en France, vous avez l'impression qu'à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir un appel de la part de l'État français. Voilà, on est au début de la procédure, donc ça peut encore durer. Ouais. C'est vrai qu'un appel est envisageable pour l'État, en tout cas, ce qu'il pourra faire, c'est faire appel déjà de la décision de février, mais sûrement qu'il la contestera qu'à l'issue de la procédure, c'est-à-dire à l'issue du jugement définitif, le délai commencera à courir à compter du jugement définitif. Je voulais juste rebondir justement sur l'astreinte. En France, dans une autre affaire qui avait trait à la pollution atmosphérique, le Conseil d'État a accepté de prononcer une astreinte de 10 millions d'euros pour des périodes de 6 mois si l'État français ne se conformait pas justement à la réduction en tout cas à l'élaboration de plans de protection de l'atmosphère qui étaient conformes avec les exigences de l'Union européenne. Et je sais que dans cette affaire, les requérants avaient chiffré je crois, une astreinte journalière en divisant le coût de la pollution atmosphérique estimé par divers rapports et donc avait évalué un certain montant. Donc, je crois que le montant retenu par le Conseil d'État était bien en deçà, mais en tout cas, on voit déjà que les juridictions s'orientent un peu plus justement vers des montants significatifs, puisque ce ne sont pas des astreintes à 500 euros qui pourront faire changer les choses. Et alors, pendant que tu as la parole, tiens, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les autorités françaises ont réagi pour l'instant là? Alors, lors du lancement du recours, ils indiquaient clairement que selon eux, il n'y avait pas de carence de leur part, compte tenu des nombreuses mesures qui étaient mises en œuvre. Et lorsque le jugement de février a été prononcé, le ministère de la Transition écologique et solidaire, de la transition écologique désormais, a publié un communiqué indiquant assez sobre finalement, indiquant qu'il prenait acte de la décision du tribunal administratif de Paris et soulignant qu'un projet de loi était actuellement en cours de discussion justement au Parlement pour revoir ses objectifs à la hausse. Mais en tout cas, c'était assez sobre et effectivement, il renvoyait aux futures mesures qui sont en discussion actuellement. Okay. Merci. Ici, on a Clémence de Rosier. Alors, je lis la question.
c'est pas normal que la justice n'impose rien aux États, un jugement sans peine. Mais c'est absurde. Donc, je crois qu'on vient de répondre. Rien ne changera dans les faits. Voilà. Donc, on vient de dire que c'était pas forcément sans peine, qu'il y avait des demandes d'astreinte. Sarah, peut-être. Ah oui. Demande, mais vous n'en avez pas proposé des mesures à suivre dans l'affaire climat, parce qu'on vient de dire que le jugement ne dit pas comment est-ce qu'on arrive à tenir les objectifs, il dit juste il faut tenir les objectifs qu'on se fixe, quoi. Mais vous, en tant qu'affaire climat, en tant que est-ce que vous avez émis des propositions, quoi, des marches à suivre. Alex, j'ai juste précisé parce que c'est vraiment important. Moi, je ne suis pas l'affaire climat. Donc, oui. la SBL qui a porté ça, c'est vraiment un certain nombre d'avocats. Et puis après, il y a un nombre de personnes qui ont suivi. Donc, ça, c'est juste que je veux juste le préciser parce que sinon, je volerais le travail de gens qui ont fait ça depuis des années. Comme Greenpeace, on soutient l'affaire climat, mais on n'est pas parti à la décision de la stratégie juridique. En fait, l'élément central, et je pense qu'Antoine pourra beaucoup mieux l'expliquer, donc, une des questions, par exemple, qui est soulevée par les parties, j'oublie toujours comment on dit, des parties qui se défendent, donc des parties défenderesses, je pense. Donc, en gros, l'État fédéral et les 3 régions, c'est l'immixtion du pouvoir judiciaire dans une affaire qui ne leur regarde pas. Donc, ça veut dire que le pouvoir judiciaire, finalement, ne respecterait pas la séparation des pouvoirs. Et c'est là où, très clairement, il y a le respect de la séparation des pouvoirs se fait. Et c'est ça qui a été obtenu avec le verdict Urgenta, qui est très important, c'est de dire le verdict acte qu'il y a une action climatique et que c'est une faute de l'État. Le verdict enjoint à une augmentation de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais ne dit pas comment. Et ne peut pas. Parce que, effectivement, c'est là où il y a séparation des pouvoirs. Et donc, peut-être qu'Antoine, tu peux encore mieux l'expliciter que moi, puisque tu es avocat et sûrement tu as eu affaire à cette question au niveau du tribunal de Paris. Et donc, c'est pour ça que dans l'affaire climat, il n'y a pas de proposition sur ce sujet. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui existent déjà très clairement sur comment est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, rien que sur regarder les secteurs qui les produisent en Belgique et comment est-ce qu'on fait pour réduire ces émissions issues de ces secteurs, c'est là où il y a déjà des éléments qui existent, que ce soit au niveau de l'énergie, du transport et autres. Et peut-être, quand même, pour un peu nuancer ce que je dis, dans le plan... j'ai le mot en anglais, mais pas en français. Le plan de sauvetage de l'Union européenne, donc les projets qui ont été déposés par la Belgique en la matière, donc le plan de sauvetage de l'Union européenne, donc Next Generation, le plan de reconstruction, le plan de relance, voilà, le plan de relance parle de 37% qui doivent être des projets liés à la transition écologique et la Belgique en dépose 50%. Et on voit quand même une conjonction entre la région flamande, la région wallonne, la région bruxelloise et l'État fédéral pour, par exemple, investir massivement dans la rénovation des bâtiments publics, privés et des logements sociaux, et aussi dans le renforcement de la mobilité. Donc, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont dans les mains des autorités publiques et dans lesquelles il y a déjà une conscience de ce qui peut être fait. Est-ce que ce sera suffisant? Ça, je ne pense pas. Mais c'est bien là que la balle sera renvoyée. Et alors, il y a quand même un effet un peu tenaille, hein, parce qu'il y a d'une part ce qui se passe au niveau judiciaire, mais il y a quand même aussi ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Et donc, au niveau de l'Union européenne, il y a quand même, là maintenant, clairement un chemin qui est tracé sur la réduction de moins 55%, même si nous, à Greenpeace, on défend moins 65% pour 2030, et sur la neutralité carbone. Donc, il y a quand même un effet de tenaille global qui, en tout cas, amène tout le monde à avancer sur cette question de l'ambition. Mais est-ce que c'est suffisant? C'est bien ça le débat. Donc voilà, c'était juste pour dire pourquoi est-ce que l'affaire climat ne l'a pas fait. C'est qu'elle se mettrait dans une situation où, en fait, elle affaiblirait sa position en défendant ça auprès de la justice. Donc oui, Antoine, je pense que tu peux encore mieux expliquer ça que moi, parce qu'effectivement, comme avocat, j'imagine que vous avez eu affaire à ce débat. Antoine, oui, parce que quand tu nous as dit donc que le tribunal de Paris a reconnu la capacité à agir de l'État français, hein, donc
à mon avis, il faut démontrer si on a capacité à agir, il faut donner des exemples pour démontrer ça, non? De quels sont les leviers sur lesquels un État peut agir. Donc, ça revient un peu à tracer, non pas un chemin peut-être, mais des chemins possibles pour montrer qu'on n'est pas sans levier. Alors, le tribunal constate que l'État français à plusieurs reprises admis, enfin, effectivement, qu'il était en mesure d'agir, puisque d'ailleurs il a pris des mesures en ce sens, il a signé plusieurs accords internationaux pour s'engager dans cette voie. En fait, aujourd'hui, le tribunal administratif, et je vais reprendre ces termes, comme ça ce sera très clair. Le tribunal administratif aujourd'hui constate que je retrouve ça. Excusez-moi. En gros, aujourd'hui, l'état d'instruction ne permet pas de déterminer avec précision les mesures qui doivent être ordonnées à l'État à cette fin, donc pour prévenir l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre. Il est vrai qu'en général, on considère que le juge peut prescrire le but et non pas les moyens, puisque ce serait une mission dans l'exercice du pouvoir exécutif. Donc, nous, on pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des mesures et par exemple s'inscrire dans des mesures qui sont déjà existantes aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple si on dit de rénover 300 000 logements tous les 5 ans, et ben on peut revoir cet objectif à la hausse. Moi, là, je dis des chiffres comme ça. C'est-à-dire qu'en s'inscrivant dans des mesures déjà existantes, on pourrait proposer au juge d'ordonner cela. Après, sûrement que l'État va peut-être également revoir ses objectifs dans le projet de loi climat, et donc concomitamment, il y aura une sorte de glissement, c'est-à-dire que au fur et à mesure de l'avancée de l'instruction, peut-être que certaines mesures vont être adoptées, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, il y a une difficulté aujourd'hui qui est de savoir dans quelle mesure l'État accepte d'aller plus loin et donc de ne pas prescrire seulement le but, mais également les moyens d'atteindre ce but. Ça, c'est une vraie complexité. Et je voulais juste revenir rapidement sur la question de l'appel que tu m'as posé tout à l'heure. Comme je l'ai dit au début de mon intervention, on a également en France l'affaire Grande-Synthe, qui est portée par la commune de Grande-Synthe, qui est aujourd'hui dans le Conseil d'État. Et ce qui est certain, c'est que comme on est dans le Conseil d'État, il n'y aura pas d'appel possible. Et cette décision sera donc définitive prochainement. Donc, dans cette affaire également, il y a un supplément d'instruction qui a été ordonné. Et donc, on n'a pas de décision définitive. Ce qui veut dire qu'il est fort probable que si cette décision intervient avant le jugement du tribunal administratif de Paris, alors l'État aura aucun intérêt à faire appel, puisque le tribunal administratif de Paris va s'inscrire dans la décision du Conseil d'État, même si évidemment il y a quelques nuances entre ces recours, et notamment dans le fait que nous, on demande la réparation du préjudice passé avec le surplus d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Merci bien. Écoutez, avant de conclure, peut-être en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous redire, en tant que citoyen belge, en tant que citoyen français, si on a envie de soutenir là, ces initiatives, il y a encore moyen d'aller signer, enfin, qu'est-ce qu'il y a à notre disposition? Au niveau de la Belgique, il y a encore moyen de se porter co-demandeur, même si vous n'êtes vous n'êtes plus partie à l'affaire. C'est plutôt une manière de soutenir l'affaire climat, puisque ça, c'est plus possible. Les plaidoiries ont commencé. Je pense peut-être dire que les plaidoiries, ils ont pris une salle très, très grande. Donc, il y a quand même pas mal de place. Donc, je pense que s'il y en a certains qui ont envie d'aller voir, je ne dis pas que c'est toujours passionnant, mais enfin, je pense qu'il y a des gens que ça peut intéresser de suivre ce qui se passe. Et alors, je pense qu'il y a d'autres éléments. Il y a effectivement la fin des plaidoiries le 26 mars et puis surtout le verdict. On suit ça. Et là, je voulais aussi dire, ce n'est pas directement en lien avec l'affaire climat, mais c'est important, c'est qu'il y a une Global Strike for Climate qui aura lieu ce vendredi, 19 mars. Et donc, c'est un appel général partout dans le monde et que de fait, c'est relayé aussi en Belgique par Youth for Climate et qu'il y aura une action qui aura lieu vendredi, rue de la Loi. Et donc, voilà, ça participe, ça n'est pas directement en lien avec l'affaire climat, mais ça participe vraiment des mobilisations sur la question climatique et sur l'importance de l'urgence climatique et des actes concrets qu'on a besoin cette année de la part de la Belgique.
Et puis, pour l'affaire du siècle, effectivement, c'est pareil, vous pouvez continuer à signer la pétition qui est en ligne sur le site l'affaire-du-siècle.net et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, relayer toutes ces informations-là, quand notamment lorsque la décision du tribunal administratif de Paris sera prononcée, parce que c'est important que ces informations-là soient le plus largement possible disponibles pour que chacun puisse avoir connaissance du fait que l'État n'a pas respecté ses engagements aujourd'hui. Ok, eh ben, je vais vous dire un grand merci pour vos interventions. Je crois qu'on a vraiment fait un tour très intéressant du sujet. Voilà, on est plus au courant de où on en est et puis les enjeux super importants. Avant de fermer la session, je voulais redire, donc, je crois que je n'ai pas donné la date pour la prochaine conférence sur la 5G. Ça sera le 31 mars. Donc, le titre 5G, pourquoi s'y opposer? Et on aura pour intervenant Sarah Delatte de Inter-Environnement Bruxelles et puis Grégoire Wallenborn qui viendra nous parler donc, du lancement de la campagne Territoire sans 5G. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le 31 mars. Et je vous redis encore merci. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup Antoine et bon courage pour la suite. Merci Voilà, beaucoup. merci bien. À bientôt. Au revoir.